Au déjeuner du dimanche, mes parents ont exigé, ton frère a été renvoyé, alors tu paieras son loyer. Je tenais mon café et j'ai répondu, super, il peut avoir votre maison, parce que je viens de vendre la mienne. Mes parents m'ont fait asseoir au déjeuner du dimanche pour exiger que je couvre les frais de subsistance de mon frère après qu'il a été renvoyé pour négligence. Ils prêchaient la loyauté familiale, ignorant que j'avais déjà vendu ma maison et accepté un emploi à 800 km de là, les laissant sans absolument rien. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La migraine avait commencé quelque part entre la sortie de l'autoroute et l'allée de la maison de mes parents. Ce n'était pas juste un mal de tête, c'était un battement rythmique derrière mon œil gauche, une manifestation physique de l'angoisse que je ressentais chaque dimanche. Je suis resté assise dans ma voiture un instant, le moteur cliquetant en refroidissant. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures avaient pris la couleur d'un vieux parchemin. J'avais 34 ans, directrice logistique senior pour une entreprise de transport national, et pourtant, me garer dans cette allée me réduisait à une enfant tremblante et anxieuse. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air pâle. Cela faisait 3 semaines que le médecin m'avait dit que mes niveaux de cortisol étaient catastrophiques et 2 semaines que j'avais lutté contre une vilaine bronchite qui me laissait encore essouffler si je bougeais trop vite. J'étais physiquement épuisé, fonctionnant à la caféine et à la pure volonté. J'avais besoin de repos. J'avais besoin de silence. Ce dont je n'avais pas besoin, c'était d'un déjeuner dominical en famille. Reprends-toi, Camille, me suis-je murmuré, la voix rauque. 2 heures. Mange le rôti, hoche la tête aux diatribes de papa, ignore Lucas, et part. Je suis sorti de la voiture. L'air sentait la pluie imminente et l'odeur lourde et écœurante du rôti de ma mère qui s'échappait de la fenêtre de la cuisine. Cette odeur, habituellement associée au réconfort, me retournait l'estomac. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, le volume de la télévision m'a frappé comme un coup physique. Un match de football hurlait à plein volume. Camille, c'est toi, la voix de ma mère a percé le bruit, perçante et exigeante. C'est moi, maman, ai-je répondu, en accrochant mon manteau au porte-manteau. J'ai remarqué la veste en cuir de Lucas, un achat exorbitant qu'il ne pouvait absolument pas se permettre, jeté négligemment par-dessus la rampe. Elle a glissé quand je suis passé, tombant au sol. Je l'ai laissée là. Je suis entré dans le salon. Mon père, Bernard, était allongé dans son fauteuil, une bière déjà à la main bien qu'il soit à peine midi. Il n'a pas levé les yeux. Mon frère Lucas était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone, l'image même de la détente. Et, sympa de te montrer, a dit Lucas sans détourner les yeux de son écran. On meurt de faim. Je suis à l'heure, Lucas. Midi pile, ai-je répondu, luttant contre l'envie de tousser. Ma poitrine était serrée. Tu as une sale mine, a grogné mon père, jetant enfin un coup d'œil. Le travail t'épuise encore? Tu dois apprendre à dire non aux heures supplémentaires. Le temps en famille est plus important. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Je me remets d'une bronchite, papa. Je te l'ai dit au téléphone. Tu as l'air en forme, a marmonné Lucas. Le déjeuner est prêt. Evelyne, ma mère, est entrée dans la pièce en s'essuyant les mains sur un tablier à fleurs. Ses yeux m'ont scruté, critique et perçant. Camille, arrange tes cheveux. On dirait que tu sors du lit. Et mets la table. Lucas, va te laver les mains. Pourquoi dois-je mettre la table, ai-je demandé, bien que je me dirigeais déjà vers la salle à manger. C'était un réflexe. Parce que ton frère est fatigué. Il a eu une semaine difficile, a dit maman, sa voix prenant ce ton conspirateur et apitoyé qu'elle réservait exclusivement à son garçon en or. Je me suis arrêté, tenant une pile d'assiettes. Une semaine difficile? Il travaille 20 heures par semaine au magasin d'électronique. Plus maintenant, a-t-elle dit, ses lèvres s'amincissant en une ligne droite. Nous en discuterons à table. Assieds-toi. L'ordre était absolu. Je me suis assise. Mon estomac se tordait, et ce n'était pas de faim. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. L'air est devenu lourd,
chargé d'une sorte d'électricité statique spécifique qui précédait toujours une exigence. Je les ai regardés tous les trois, mon père fixant son assiette, ma mère tripotant sa serviette, et Lucas avec un air de défi et de suffisance. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « Nous avons une nouvelle » a commencé maman, posant une main sur celle de Lucas sur la nappe. « Une nouvelle malheureuse. Ton frère, il a été licencié de son poste hier. » « Renvoyé » ai-je corrigé automatiquement. On n'est pas licencié d'un poste dans le commerce de détail sans raison. C'était un malentendu, a sèchement répliqué Lucas, le visage rouge. Le directeur m'en voulait. Il a dit que je volais du temps juste parce que j'ai pris quelques pauses supplémentaires. C'est n'importe quoi. Peu importe la faute de qui, a interrompu papa en abattant sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Le fait est qu'il est sans travail et que l'économie est nulle. Il lui faudra du temps pour trouver quelque chose à la hauteur de ses talents. D'accord, ai-je dit lentement, sentant le piège se refermer sur moi. Alors, il cherche un nouvel emploi. Pourquoi est-ce une réunion de famille? Maman a pris une profonde inspiration. Elle a regardé papa, puis Lucas, et a finalement fixé ses yeux sur moi. Lucas a des dépenses, Camille. Son loyer, le paiement de sa voiture, ses cartes de crédit. Il ne peut pas avoir une interruption de paiement, sinon cela ruinera sa cote de crédit. Et, ai-je demandé, mon rythme cardiaque s'accélérant. Et, a continué maman, sa voix se durcissant, nous avons examiné notre budget de retraite, et nous ne pouvons tout simplement pas l'étirer davantage. Nous l'avons aidé autant que nous le pouvions. Elle a fait une pause, et le silence s'est étiré, suffocant. Alors, a-t-elle terminé, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux plaqués sur son visage, nous avons décidé que tu interviendrais. Tu couvriras ses factures pendant un certain temps, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. La trahison m'a frappé plus durement que le diagnostic que j'avais reçu 2 semaines auparavant. Ce n'était pas une simple demande, c'était un ordre. Ils ne m'avaient pas demandé, ils avaient décidé pour moi. La pièce semblait basculer sur son axe. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir sonnait soudain comme un marteau contre mon crâne. « Excusez-moi » ai-je réussi à dire, en posant ma fourchette avec un cliquetis. « Je crois que j'ai mal compris. Vous voulez que je fasse quoi? » Paie ses factures, Camille. Ne sois pas dramatique, a dit papa en coupant son rôti de bœuf comme s'il ne venait pas d'exiger que je dilapide des milliers d'euros. Ce n'est pas pour toujours. Juste le loyer, la voiture, l'assurance, peut-être un peu d'argent de poche pour qu'il n'ait pas l'air démuni. De l'argent de poche, ai-je répété, ma voix montant d'une octave. Je me remets d'une maladie grave. J'ai mon propre prêt immobilier. J'ai des factures médicales qui arrivent du pneumologue. Et vous voulez que je paie pour son? J'ai fait un geste ample vers Lucas, qui était occupé à empiler des pommes de terre dans son assiette, l'air totalement indifférent, pour son appartement de luxe en centre-ville. Le leasing de sa voiture de sport? Le marché est terrifiant en ce moment, a dit Lucas, la bouche pleine. Je ne peux pas perdre l'appartement, Camille. Il est proche de tous les lieux de réseautage. Si je reviens ici, ma vie sociale est morte. Et ma marque repose sur l'image. Ta marque, ai-je ri, un son rauque et sec qui m'a fait mal à la gorge. Lucas, tu as 300 abonnés sur Instagram. Tu n'as pas de marque. Tu as un passe-temps. Et, a sèchement dit maman. Sois solidaire. Il essaie de construire quelque chose. Je ne le ferai pas, ai-je dit en secouant la tête. Je ne paierai pas son loyer. Je ne peux pas me le permettre, et même si je le pouvais, je ne le ferai pas. Il a 29 ans. Nous ne demandons pas, a grogné papa en pointant sa fourchette vers moi. La famille est de la famille. Pas de plainte. Nous avons payé ton appareil dentaire. Nous t'avons aidé avec ton acompte il y a 10 ans. Je vous ai remboursé cet acompte en 2 ans, ai-je contré, mes mains tremblant sous la table. Avec intérêt. Tu m'as fait payer des intérêts, papa. Tu te souviens? Tu as dit que c'était une leçon de responsabilité financière. Où est la leçon de Lucas? C'est différent, a insisté maman, agitant la main avec dédain. Lucas est sensible. Il a besoin d'un tremplin. Et regarde-toi. Tu es directrice. Tu conduis ce beau SUV. Tu prends des vacances.
Je n'ai pas pris de vacances depuis 4 ans, ai-je dit, sentant la chaleur monter à mes joues. Je travaille 60 heures par semaine. C'est pour ça que j'ai de l'argent, parce que je travaille pour l'avoir. Et tu as de la chance d'avoir ce travail, a dit papa. Alors, tu partages la chance. On a fait le calcul. Si tu réduis ta contribution à ton plan d'épargne retraite et que tu arrêtes peut-être de manger au restaurant, tu peux facilement couvrir les frais de Lucas. C'est environ 1800 € par mois. 1800 €. Ils avaient fait le calcul. Ils s'étaient réellement assis, avaient calculé la dette de mon frère, estimé mes revenus et alloué mes ressources sans mon consentement. J'ai regardé Lucas. Il me regardait avec une expression d'attente, pas de gratitude. Il s'attendait à cela. Il se sentait en droit de profiter de mon travail. Vous vous êtes vraiment assis et avez planifié mon budget pour moi, ai-je demandé, ma voix tombant dans un calme dangereux. Nous essayons juste de résoudre un problème, a dit maman en versant de la sauce sur sa viande. Nous savions que tu serais difficile, mais nous nous attendions à ce que tu fasses la bonne chose finalement. Nous sommes une équipe, Camille. Une équipe? J'ai baissé les yeux sur ma tasse de café. Il était noir, sombre et amer, exactement comme je l'aimais. Ma main s'est déplacée vers l'anse. J'ai senti la chaleur de la céramique contre mes doigts froids. Il pensait m'avoir coincé. Il pensait que j'étais la même Camille qui cherchait leur approbation, qui se tuerait au travail jusqu'à l'hôpital juste pour entendre un seul « bon travail » qui n'est jamais venu. Il pensait que j'étais piégé dans cette ville, lié à eux par la culpabilité et l'obligation. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que je gérais des chaînes d'approvisionnement pour gagner ma vie. Je travaillais dans la logistique, les échéanciers et les plans d'urgence. Et je planifiais un plan d'urgence depuis 6 mois. J'ai pris une lente et délibérée gorgée de mon café. Le liquide était brûlant, mais je n'ai pas tressailli. J'ai laissé la brûlure me ramener à la réalité. Dans mon sac à main, posé par terre à mes pieds, se trouvait une enveloppe pliée. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un acte de clôture signé pour ma maison et un billet d'avion aller simple pour Brest. Ils voulaient mon argent. Ils voulaient ma stabilité pour soutenir leur château de cartes. J'ai reposé la tasse. Alors, ai-je dit, ma voix stable, dépourvue de l'émotion qui faisait rage en moi, vous avez décidé que je suis le filet de sécurité. C'est le seul choix logique, a dit papa, semblant enfin satisfait que je paraissais capituler. D'accord, ai-je murmuré. Pour comprendre pourquoi ce moment était si bouleversant, il faut comprendre la décennie de servitude qui y a mené. J'ai été le plan de secours depuis l'âge de 16 ans. Quand Lucas a accidenté sa première voiture, une occasion de papa, c'est moi qui l'ai conduit à l'école tous les jours pendant 1 an, me levant 1 heure plus tôt pour faire le détour. Quand il a échoué à 2 semestres de faculté, c'est moi qui suis resté debout avec lui, réécrivant ses dissertations et faisant des fiches, pour qu'il abandonne finalement parce que les professeurs étaient partiaux. J'ai manqué ma propre fête de remise des diplômes parce que Lucas avait été arrêté pour consommation d'alcool par un mineur, et j'ai dû aller au poste avec papa pour payer sa caution afin que maman ne le sache pas et ne se fâche pas. J'avais construit ma vie sur l'architecture du sacrifice. J'ai choisi une spécialisation bien rémunérée à la gestion de la chaîne d'approvisionnement non pas parce que j'aimais ça, mais parce que je savais que je devais être solvable. Je devais être le roc. Et Lucas? Lucas était le cerf-volant. Il papillonnait d'un intérêt à l'autre DJ, entraîneur personnel, investissement en crypto-monnaie toujours attaché au sol par les ficelles que maman et papa tenaient et l'argent que je fournissais. Mais aujourd'hui, en regardant Lucas de l'autre côté de la table, j'ai vu quelque chose que je ne m'étais jamais permis de voir auparavant. J'ai vu l'antagoniste de l'histoire de ma vie. Il n'était pas juste un raté, il était malveillant dans son incompétence. Il portait une montre que je savais coûter 550 €. Sa coupe de cheveux était un dégradé frais à 50 €. Il sentait le parfum cher. Il avait l'air soigné, en bonne santé et vibrant. Pendant ce temps, j'étais assise là dans un cardigan vieux de 10 ans, cachant les cernes sous mes yeux avec de l'anti-cerne, réprimant une toux qui faisait vibrer mes côtes. Alors, quel est le plan, Luc, ai-je demandé, en gardant un ton léger. Si je paie ton loyer, que fais-tu de tes journées? Lucas a haussé les épaules, coupant un morceau de gras de sa viande. Je vais me concentrer sur la création de contenu à plein temps. Je dois améliorer mon équipement photo. En fait, j'espérais que,
puisque tu aides, tu pourrais peut-être mettre un nouvel objectif sur ta carte de crédit. Je pourrais te rembourser quand les sponsors commenceront à arriver. Un objectif, ai-je répété. C'est combien? Environ 1100 €, mais c'est un investissement, Camille. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Tu vois, il a un plan d'affaires. Il a juste besoin de capital. Evelyne, ma mère, était une administratrice scolaire à la retraite. Elle savait comment le monde fonctionnait. Elle savait à quoi ressemblait un trou dans un CV. Mais quand il s'agissait de Lucas, elle était volontairement aveugle. Elle se nourrissait de sa dépendance. Tant qu'il avait besoin d'elle et par extension, de moi, elle avait un but. Elle était l'architecte de son impuissance. Et papa, je me suis tourné vers Bernard, tu es d'accord avec ça? Tu penses que je devrais financer un objectif d'appareil photo pendant que je paie des factures d'hôpital? Bernard s'est essuyé la bouche avec le dos de sa main. Je pense que tu devrais soutenir les rêves de ton frère. Tu as un salaire stable. Il a du potentiel. Ne sois pas jalouse, Camille. C'est laid. Jalouse. C'était le mot qui a rompu le dernier lien. Il ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une ressource, un silo de grains à piller chaque fois que l'enfant chéri avait faim. Il voyait mon travail acharné non pas comme une vertu, mais comme un réservoir pour les loisirs de Lucas. J'ai de nouveau regardé Lucas. Il a souri en coin. C'était une chose minuscule et fugace, mais je l'ai vu. Il savait qu'il avait gagné. Il savait que maman et papa me harcèleraient jusqu'à ce que je cède. Il les avait probablement coachés sur ce qu'il fallait dire avant mon arrivée. Il se prend pour le personnage principal, ai-je pensé, une clarté froide m'envahissant. Il pense que je suis juste le PNJ commerçant ici pour lui donner des provisions pour sa quête. J'ai pris une autre inspiration. L'air dans la pièce semblait vicié, recyclé. Je vois, ai-je dit. Donc, l'attente est fixée. 1800 cents par mois plus les coûts d'équipement. Ce n'est pas tant que ça pour toi, a dit Lucas nonchalamment. Tu gagnes quoi, 75 000 €. 100 000, l'a corrigé papa. Elle a eu cette augmentation l'année dernière. Il connaissait mon salaire. Bien sûr qu'il le connaissait. C'est ça, a souri Lucas. 100 000. Tu es riche, Cam. Ne sois pas radine. Je sentais l'enveloppe dans mon sac à main vibrer virtuellement contre ma jambe. Eh bien, ai-je dit en me redressant, je suppose que nous devrions parler de logistique alors. Bien. Maman a expiré, ses épaules se détendant. Je savais que tu serais raisonnable. Je vais chercher le dessert. J'ai fait une tarte aux pommes. Elle s'est levée, triomphante. Elle pensait que la négociation était terminée. Elle pensait avoir extrait la ressource. J'ai attendu qu'elle soit dans l'embrasure de la cuisine. En fait, maman, attends, ai-je dit. Elle s'est retournée en souriant. Oui, ma chérie. J'ai une contre-proposition, ai-je dit. Lucas a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, voilà les conditions. Fais-moi juste un virement, Camille. Pas de conditions, ai-je dit, ma voix claire et forte. Juste un léger changement dans la situation du logement. Que veux-tu dire, a demandé papa en fronçant les sourcils. Eh bien, ai-je dit en regardant Lucas droit dans les yeux, vous avez dit que la famille est de la famille, et vous avez dit que nous devons réduire les coûts, alors j'ai trouvé un moyen de faire économiser beaucoup d'argent à tout le monde. Super, a dit Lucas. Qu'est-ce que c'est? Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table, et j'ai porté le premier coup. Super, ai-je dit, ma voix tranchant l'air lourd et parfumé à la sauce comme un scalpel. Alors il peut emménager dans votre maison, parce que je vends la mienne, et vous allez avoir besoin de la place supplémentaire. Pendant 10 bonnes secondes, le seul son dans la salle à manger fut le tic-tac de l'horloge grand-père et le rugissement lointain et étouffé de la foule du match de football provenant de la télévision dans l'autre pièce. Lucas a été le premier à réagir. Il a cligné des yeux, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Tu m'as entendu, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise, sentant un calme étrange et froid s'installer en moi. C'était l'adrénaline. Je vends ma maison. En fait,
ce n'est pas exact. J'ai vendu ma maison. Les documents de clôture ont été signés électroniquement hier. Les nouveaux propriétaires prennent possession dans 14 jours. Tu as vendu la maison. La voix de maman était un murmure tremblant, comme si je venais d'avouer un meurtre. Mais c'est un bien familial. Nous t'avons aidé à la choisir. Vous m'avez aidé à regarder 3 liens se loger, maman. J'ai payé la compte. J'ai payé l'hypothèque. J'ai payé le nouveau toit l'année dernière quand vous avez dit que vous ne pouviez pas vous passer de l'homme à tout faire, lui ai-je rappelé. Mais où vas-tu vivre, a exigé papa, son visage devenant d'un violet tacheté. Tu ne peux pas simplement vendre une maison sans consulter ton père. C'est de l'irresponsabilité financière. Je déménage à Brest, ai-je lâché la deuxième bombe. J'ai accepté une mutation au siège social. Directrice senior de la logistique. Cela vient avec une augmentation significative et une prime de réinstallation. Je prends l'avion mardi prochain. Brest? Lucas a claqué sa fourchette. C'est à l'autre bout de la France. Tu ne peux pas déménager à Brest. Pourquoi pas, ai-je demandé, sincèrement curieuse d'entendre sa logique. Parce que j'ai besoin d'aide ici, a-t-il crié, sa façade de détachement froid se brisant instantanément. Comment es-tu censé payer mon loyer si tu es en Bretagne? Je ne paie pas ton loyer, Lucas. C'est ça le but, ai-je dit en me levant. Mes jambes semblaient tremblantes, mais j'ai verrouillé mes genoux. Je ne paie pas ton loyer, je n'achète pas ton objectif d'appareil photo, et je n'endommage pas ma cote de crédit pour réparer la tienne. Assieds-toi, a rugi papa. Il a de nouveau claqué sa main sur la table, mais cette fois je n'ai pas tressailli. Tu abandonnes cette famille en temps de crise. Ton frère est vulnérable, et tu ne fais que t'enfuir. Je ne m'enfuis pas, papa. Je fais avancer ma carrière, ai-je dit. Et franchement, après l'embuscade que vous venez d'essayer de me tendre, je suis contente de partir. Vous ne m'avez pas demandé de l'aide. Vous avez exigé une dîme. Nous sommes tes parents, a gémi maman en fondant en larmes. C'était une performance que j'avais vue 1000 fois. Les larmes soudaines, la main serrant la poitrine. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Et maintenant que nous avons besoin d'un tout petit peu d'aide. Un petit peu. J'ai attrapé mon sac à main par terre. Vous avez demandé 1800 € par mois indéfiniment. C'est une hypothèque. C'est une deuxième vie. Tu as l'argent maintenant, a pointé Lucas du doigt vers moi, ses yeux s'illuminant d'une prise de conscience avide. Tu as vendu la maison. Tu as tout ce capital. Tu es assise sur quoi? 90 000 €? Tu peux facilement te permettre de me lancer pour 1 an. C'est le moins que tu puisses faire. Voilà. Le pivot. Il ne se souciait pas que je parte. Il se souciait du chèque du capital. Le capital, ai-je dit en serrant plus fort la sangle de mon sac, va directement dans un prêt relais pour mon nouvel appartement à Brest et une fiducie sans droit de regard que j'ai mise en place pour ma retraite. Il n'est pas liquide, et même s'il l'était, vous n'en verriez pas un centime. Espèce de petit égoïste, ingrate, papa a commencé à se lever de sa chaise. Ne fais pas ça, l'ai-je prévenu, ma voix baissant. Ne finis pas cette phrase. Je m'en vais. Profitez de la tarte. Je me suis retourné et je suis sorti. Je pouvais les entendre crier derrière moi, maman pleurant, papa hurlant sur le respect, Lucas jurant, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai attrapé mon manteau, ouvert la porte d'entrée et je suis sorti sous la pluie. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assise là un moment, tremblante. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je l'avais fait. J'avais réellement dit non. Mais alors que je mettais le contact et que je reculais de l'allée, voyant Lucas me regarder depuis la fenêtre du salon avec un regard de pur venin, je savais que ce n'était pas fini. Il ne laisserait pas un gagne-pain comme moi s'en aller si facilement. J'ai conduit sur 2 pâtés de maison et je me suis arrêté sur le parking d'une station-service. J'avais besoin de réfléchir. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone. Quelque chose dans la façon dont Lucas avait paniqué, pas seulement à propos de l'argent, mais aussi du timing, ne collait pas. Et la façon dont maman avait dit, nous ne pouvons pas étirer notre budget davantage. Mes parents avaient une maison payée et 2 pensions. Ils ne devraient pas être fauchés.
J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Allô, a répondu une voix féminine. Chloé? C'est Camille, du lycée. Camille. Oh mon Dieu, salut. Comment vas-tu? Je tiens le coup, ai-je menti? Écoute, ça va paraître bizarre, mais tu es toujours la directrice adjointe du magasin d'électronique au centre commercial, n'est-ce pas? Ouais, malheureusement, a-t-elle ri. À vie, je suppose. Mon frère, Lucas. Il nous a dit qu'il avait été licencié hier. Il a dit que c'était un malentendu sur les temps de pause. La ligne est devenue silencieuse. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Camille, a-t-elle dit, son ton complètement différent, sur la défensive. Je ne peux pas vraiment discuter des affaires des ressources humaines. Tu le sais. Je sais, ai-je insisté. Mais mes parents essaient de me faire payer ces factures parce qu'ils pensent qu'il a été licencié à tort. Ils pensent qu'il est une victime. J'ai juste besoin de savoir, devrais-je l'aider? Ne le fais pas, a-t-elle murmuré. Camille, sérieusement. Ne lui donne pas d'argent. Était-ce du vol, ai-je demandé, l'angoisse s'accumulant dans mon estomac. Je ne peux pas le dire, a-t-elle dit, mais sa voix était tendue. Mais disons simplement que la police a été impliquée, mais le magasin a choisi de ne pas porter plainte si les dommages étaient remboursés immédiatement. Il a 48 heures, Camille, où il dépose le rapport. J'ai fermé les yeux. Combien, Chloé? 4 500 €, a-t-elle dit. Des consoles et des jeux haut de gamme. Il sortait par la porte arrière avec. J'ai raccroché. Ce n'était pas un loyer. C'était une restitution. Mes parents ne me demandaient pas de soutenir son style de vie, ils essayaient de me piéger pour que je paie sa rançon pour l'empêcher d'aller en prison. Et ils ne me l'avaient pas dit. La prise de conscience m'a brûlé alors que je retournais chez moi. C'était une maison individuelle de 3 chambres que j'avais passé les 7 dernières années à rénover. C'était mon sanctuaire. Mais maintenant, en voyant le panneau « Vendu » dans le jardin avec l'écriteau « Sous compromis » dessus, cela ressemblait à un champ de bataille dont je me retirais. J'ai passé les 2 jours suivants dans une frénésie d'emballage. J'ai engagé des déménageurs professionnels, mais il y avait encore tellement à organiser. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un texto de maman ou papa, je l'ignorais. Maman, nous devons parler. Tu brises le cœur de ton père. Papa, décroche le téléphone. Nous devons discuter du chèque du capital. Lucas, ne sois pas une garce, Cam. J'ai besoin de cet argent d'ici mardi. Mardi. La date limite mentionnée par Chloé. Mardi soir, j'étais dans mon salon en train de scotcher une boîte de livres. La maison résonnait. Les tapis étaient partis. Les rideaux étaient descendus. C'était creux. Une portière de voiture a claqué dehors, puis une autre. Je me suis levé, époussetant mes mains sur mon jean. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu la berline de mes parents et le coupé rouge flashy de Lucas garé n'importe comment dans mon allée, bloquant mon SUV. Ils ont remonté l'allée comme un bataillon. Papa menait, le visage figé dans une expression sinistre. Maman traînait derrière, serrant son sac à main. Lucas avait l'air frénétique, ses yeux balayant les environs. Ils n'ont pas frappé. Papa a essayé la poignée, l'a trouvée verrouillée et a commencé à marteler la porte. Camille, ouvre cette porte. Nous savons que tu es là. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte. Je suis resté dans l'embrasure, bloquant leur entrée. Vous êtes en violation de propriété, ai-je dit calmement. Violation de propriété, a raillé papa en me bousculant avant que je puisse l'arrêter. C'est la maison de ma fille. Je ne suis pas en violation de propriété. Ils sont entrés dans le salon et se sont arrêtés net. La vue de la pièce vide, des piles de boîtes et des murs nus semblait enfin rendre la situation réelle pour eux. Tu le fais vraiment, a murmuré maman en regardant autour d'elle l'espace vide. Tu détruis vraiment cette famille. Je déménage, maman. Les gens le font tous les jours, ai-je dit en m'appuyant contre une pile de boîtes marquées « Cuisine ». Maintenant, pourquoi êtes-vous ici? J'ai un vol à 6 heures du matin demain. Tu sais pourquoi nous sommes là, a sèchement répliqué Lucas. Il faisait les 100 pas,
ses chaussures grinçant sur le parquet. L'argent, Camille. Le chèque du capital a été encaissé aujourd'hui. Nous le savons. Papa a appelé la banque et a demandé. Tu t'es fait passer pour moi pour vérifier l'état de ma vente. J'ai regardé papa, horrifié. J'ai juste posé quelques questions, a grogné papa en détournant le regard. Je devais savoir si tu mentais. Tu as l'argent. Nous avons besoin de 14 000 euros. 14 000 euros? J'ai haussé un sourcil. Dimanche, c'était 1800 par mois. Maintenant, c'est une somme forfaitaire de 14. L'inflation? Lucas a ricané. Fais juste le chèque, Camille. Ou fais le virement. Ensuite, tu pourras aller dans ton petit paradis pluvieux. C'est à ça que servent les 4 500 euros, ai-je demandé tranquillement. Les consoles? La pièce est devenue complètement silencieuse. Lucas s'est figé au milieu de son pas. Maman a halté, sa main volant à sa bouche. Papa s'est raidi. Je ne sais pas de quoi tu parles, a balbutié Lucas, mais son visage était devenu pâle. J'ai parlé à Chloé, ai-je dit en les observant attentivement. Elle m'a parlé du malentendu. Tu volais des stocks, Lucas. Pour 4 500 euros. Et le magasin t'a donné 48 heures pour rembourser, ou ils vont à la police. Cette petite menteuse, a sifflé Lucas. Alors je me suis tourné vers mes parents. Vous saviez. Vous saviez qu'il avait commis un crime. Et vous vous êtes assis au déjeuner dimanche, vous m'avez regardé dans les yeux et vous m'avez dit qu'il avait été licencié injustement. Vous avez essayé de me culpabiliser pour que je paie sa rançon légale sans me dire ce que c'était. Nous le protégions, a crié maman en s'avançant pour attraper mon bras. Je me suis dégagé. Il a fait une erreur, Camille. Il est jeune. S'il a un casier judiciaire, sa vie est finie. Il ne pourra pas trouver un emploi décent. Il ne peut déjà pas trouver un emploi décent parce qu'il est paresseux et qu'il croit que tout lui est dû, ai-je crié, ma voix se brisant enfin. Et au lieu de le laisser faire face aux conséquences, vous avez essayé de voler mon argent pour couvrir son crime. C'est de l'argent de famille, a hurlé papa. Tu en as plus que nécessaire. Pourquoi veux-tu voir ton frère en prison? Quelle sorte de sœur es-tu? Le genre qui en a fini d'être le distributeur automatique, ai-je dit en montrant la porte. Sortez. Non, a dit Lucas en s'avançant vers moi, son visage tordu par quelque chose de laid. Pas avant que tu me donnes l'argent. Je ne vais pas aller en prison parce que tu es une sale avare. Tu me dois ça. Tu as toujours eu la vie facile. Note parfaite, travail parfait. Tu me dois ça. Je ne te dois rien, ai-je crié en retour. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Pendant que tu faisais la fête, j'étudiais. Pendant que tu achetais des voitures que tu ne pouvais pas te permettre, j'économisais. Donne-lui l'argent, Camille, a ordonné papa en se mettant entre nous, sa présence physique me dominant. Je suis ton père, et je te dis de faire le chèque maintenant. Et si je ne le fais pas, l'ai-je défié. Alors tu n'es plus ma fille, a-t-il craché. Et ne t'attends pas à jamais revenir ici. Ça, ai-je dit en sortant mon téléphone de ma poche, c'est la meilleure offre que vous ayez faite de toute la journée. J'ai levé le téléphone. L'écran enregistrait. Sortez de ma maison, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Ou j'envoie cet enregistrement à la police moi-même. Et alors Lucas ira en prison for extorsion en plus du vol. Lucas a tressailli. Papa a regardé le téléphone, puis moi, ses yeux remplis d'une haine froide et dure que je n'avais jamais vue auparavant. Tu bluffes, a dit Lucas, mais sa voix vacillait. Et c'est moi, ai-je dit. Je n'ai plus rien à perdre ici. Vous vous en êtes assuré. Ils sont partis, mais pas avant que papa ne donne un coup de pied dans une boîte de ma vaisselle en sortant, faisant résonner le son de la porcelaine brisée dans la maison vide. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise par terre, le téléphone à la main, attendant que la police se présente ou qu'il revienne avec une brique. Mais la nuit est restée calme. Le lendemain matin, j'ai embarqué sur mon vol pour Brest. Alors que l'avion décollait, regardant la grille grise de ma ville natale disparaître sous les nuages, je pensais que je ressentirais du soulagement. Au lieu de cela, j'ai ressenti une angoisse profonde et nauséeuse. Je les connaissais.
Je savais que l'embarras était la seule chose qui les alimentait plus que l'argent. Je les avais humiliés. Ils ne laisseraient pas simplement tomber. J'avais raison. 2 semaines plus tard, je m'installais dans mon nouvel appartement à Brest. C'était une belle unité aux parois de verre surplombant la rade. Je commençais à respirer à nouveau. Puis le courriel est arrivé. Il provenait du service des ressources humaines de mon entreprise. Objet, plainte urgente concernant la conduite professionnelle. Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouvert. C'était une notification qu'un membre de la famille inquiet avait contacté l'entreprise affirmant que j'avais détourné des fonds d'une fiducie familiale et fui la région pour éviter des poursuites. Lucas. J'ai immédiatement appelé le directeur des ressources humaines, expliquant la situation, proposant de fournir des relevés bancaires, des documents juridiques et le rapport de police que j'avais déposé concernant le harcèlement. Parce que mon entreprise me connaissait, et parce que le courriel de Lucas était rédigé dans une prose frénétique et semi-illettrée, ils m'ont cru. Mais l'humiliation de voir mes drames personnels déborder sur ma vie professionnelle était atroce. Mais cela ne s'est pas arrêté là. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Est-ce bien Camille ?» a demandé une voix sévère. « Oui. Ici l'officier Martin du commissariat de police de votre ville natale. Nous effectuons une visite de contrôle pour un Bernard et une Evelyne. »« Mes parents ?» ai-je demandé en serrant le bord de mon bureau. « Que s'est-il passé ?»« Eh bien, madame, votre mère a appelé le 17 en affirmant que votre père avait une crise cardiaque provoquée par un stress extrême causé par un abandon financier. Elle a prétendu que vous détenez la procuration et que vous avez gelé leurs actifs. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ils instrumentalisaient la police. Ils essayaient de me ramener de force. « Officier, » ai-je dit en essayant de garder ma voix stable, « je n'ai pas de procuration. Je vis en Bretagne. Mes parents sont des adultes pleinement compétents. C'est une tactique de harcèlement parce que je refuse de payer les frais juridiques de mon frère pour une accusation de vol. » Il y a eu une pause. « Je vois, » a dit l'officier, son ton changeant. « Nous sommes à la résidence maintenant. Votre père semble. Eh bien, il se plaint de douleurs thoraciques, mais ses signes vitaux sont stables. Il exige que nous vous appelions. Dites-lui que je ne viens pas, » ai-je soupiré, des larmes de frustration me piquant les yeux. « Et officier, veuillez vérifier leur dossier. Mon frère Lucas est probablement là. Il a un problème en suspens avec le magasin d'électronique du centre commercial. » J'ai raccroché et je suis restée assise là, tremblante. Ils passaient à l'offensive nucléaire. Ils étaient prêts à simuler une urgence médicale et à déposer de fausses plaintes à la police juste pour me remettre sous leur emprise. Je devais mettre fin à cela, pas seulement m'enfuir, mais y mettre fin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. J'étais directrice de la chaîne d'approvisionnement depuis 10 ans. Je savais comment suivre les choses. Je savais comment trouver le maillon faible. J'ai consulté les archives publiques. J'ai payé pour une vérification complète des antécédents de mes parents, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Ce que j'ai trouvé m'a donné le vertige. Mes parents n'étaient pas seulement à court de budget, ils étaient sans le sou. Il y a 3 ans, ils avaient contracté une énorme marge de crédit hypothécaire. L'objet déclaré, amélioration domiciliaire. Mais en regardant les dates, les retraits coïncidaient parfaitement avec les entreprises commerciales de Lucas. 18 000 € pour une installation de minage de crypto-monnaie qui ne s'est jamais matérialisée. 14 000 € pour un acompte de location de voiture. 9 000 € pour une consultation de marque. Ils avaient vidé le capital de leur maison pour financer les illusions de Lucas. Ils étaient sous l'eau. S'ils ne faisaient pas de paiement bientôt, la banque saisirait la maison. C'est pourquoi ils avaient besoin de l'argent de ma maison. Ce n'était pas seulement pour l'accusation de vol de Lucas, c'était pour sauver leur maison. Ils étaient à quelques semaines de tout perdre, et ils avaient mis tous leurs espoirs dans le détournement de mes économies. Et puis j'ai vu le coup de grâce, un document notarié déposé au greffe du tribunal il y a 6 mois, un acte de donation. Mes parents avaient cédé le titre de leur maison à Lucas. Ils lui avaient donné la maison pour la protéger des créanciers, probablement sur un conseil douteux qu'il avait trouvé en ligne. Mais Lucas, étant Lucas, avait déjà utilisé l'acte. Il y avait un privilège sur la propriété d'une société de prêt privé à un usurier, essentiellement.
Lucas avait hypothéqué la maison à leur insu. Je me suis penché en arrière, fixant l'écran. Ils essayaient de me détruire pour sauver une maison qu'ils ne possédaient même plus. Lucas l'avait déjà volée. J'avais la preuve irréfutable. J'avais la preuve qui ferait voler en éclats toute leur réalité. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé le calendrier. Le mariage de ma cousine avait lieu ce week-end dans ma ville natale. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais maintenant. Maintenant je ne le manquerai pour rien au monde. Le mariage a eu lieu dans un domaine viticole à environ 30 minutes de la ville. C'était exactement le genre de lieu dont ma cousine Manon avait toujours rêvé, chic rustique, vin cher et une liste d'invités qui incluait la moitié de la ville. Je suis arrivé en retard, exprès. Je portais une robe que j'avais achetée à Brest, une soie vert émeraude vive qui me donnait l'impression d'être une armure. J'avais l'air d'avoir réussi. J'avais l'air sereine. J'avais l'air de quelqu'un qui n'avait pas passé la semaine précédente à esquiver de fausses plaintes à la police. Je les ai vus immédiatement. Mes parents et Lucas étaient assis à une table près du fond. Ils avaient l'air terribles. Papa était gris et affalé. Maman avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Lucas, cependant, était dans un smoking que je savais qu'il n'avait pas payé, riant bruyamment avec un groupe de demoiselles d'honneur, tenant une coupe de champagne. Il buvait du champagne pendant que ses parents étaient là, se noyant dans la dette qu'il avait créée. Je me suis frayé un chemin à travers la réception, saluant des parents qui me regardaient avec divers degrés de curiosité. Les rumeurs avaient dû commencer, Camille les a abandonnés. Camille a volé leur argent. J'ai gardé la tête haute. J'ai pris un verre d'eau pétillante et je me suis dirigé vers la terrasse. Je savais qu'il suivrait. Cela a pris moins de 5 minutes. Tu as un sacré culot de te montrer ici, a grincé la voix de papa derrière moi. Je me suis retourné. Ils étaient tous là, la trinité impie. Papa avait l'air furieux, ses mains serrées en poing. Maman avait l'air désespérée, ses yeux balayant la pièce pour voir qui regardait. Lucas fermait la marche, l'air agacé que sa fête soit interrompue. C'est le mariage de Manon, papa. J'ai été invité, ai-je dit calmement. Après ce que tu nous as fait, a sifflé maman en s'approchant, son parfum écœurant et sucré. La police nous a tout dit, Camille. Ils nous ont dit que tu as refusé de venir. Tu as laissé ton père mourir. J'ai parlé à l'officier, maman. Les signes vitaux de papa étaient stables. Et considérant que tu es là à me crier dessus, je suppose qu'il a fait un rétablissement miraculeux, ai-je répondu en prenant une gorgée de mon eau. Tu es froide, a craché papa. Tu es une femme froide et sans cœur. Mais ça se termine aujourd'hui. Tu vas nous faire un chèque de 18 000 € tout de suite, ou je vais monter à ce micro pendant les discours et dire à tout le monde dans cette pièce exactement ce que tu es. 18 000, ai-je demandé. Le prix ne cesse d'augmenter. C'est pour couvrir les intérêts sur le billet de l'usurier. Lucas s'est figé. La couleur a quitté son visage si rapidement que cela ressemblait à un obturateur qui se ferme. Quoi, a froncé les sourcils papa, regardant entre moi et Lucas. Quel usurier? Oh, Lucas ne vous l'a pas dit, ai-je demandé en feignant la surprise. J'ai posé mon verre sur une table haute et j'ai ouvert ma pochette. J'ai sorti les papiers pliés que j'avais imprimés au centre d'affaires de l'hôtel ce matin-là. J'ai fait des recherches, ai-je dit, ma voix projetant juste assez pour attirer l'attention de la table la plus proche de nous. Parce que je ne comprenais pas pourquoi vous étiez si désespérés. Je savais que Lucas avait volé les consoles. Je connaissais la restitution de 4 500 €, mais 18 000. Cela semblait élevé. J'ai tendu le premier document à mon père. Tu reconnais ça, papa? Il a plissé les yeux sur le papier. C'est un acte. Un acte de donation. Regarde la signature, ai-je instruit. Il a regardé. C'est la mienne. Et celle d'Evelyne. Vous avez signé ça il y a 6 mois, ai-je dit. Lucas vous a dit que c'était un formulaire pour réduire vos impôts fonciers, n'est-ce pas? Maman a halté. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que la ville augmentait les taux. Il a menti, ai-je dit en fixant Lucas, qui cherchait maintenant une sortie. Il vous a fait signer la maison à son nom. Propriété exclusive. Vous ne possédez pas votre maison, papa.
C'est Lucas qui la possède. C'est un mensonge, a crié Lucas, mais sa voix s'est brisée. Elle ment. Elle l'a falsifié. Et ça, ai-je tendu le deuxième document à papa, c'est un privilège déposé contre la propriété il y a 3 semaines par un prêteur privé connu pour des prêts à haut risque et à taux d'intérêt élevés. Lucas a contracté un prêt de 45 000 € contre la maison. 45 000, a murmuré maman, ses genoux flageolants. Elle s'est agrippée au bord de la table pour se tenir. Où est l'argent, Lucas, ai-je demandé en m'avançant vers lui. L'as-tu dépensé pour la marque, ou l'as-tu joué au jeu? Parce qu'il est parti, et maintenant, comme tu n'as pas fait de paiement, ils engagent une procédure de saisie. J'ai vu l'avis de défaut déposé hier. Saisie. La voix de papa était un grondement sourd, comme un tremblement de terre approchant. Il a levé les yeux des papiers, ses yeux écarquillés d'horreur. Lucas, dis-moi qu'elle ment. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a balbutié Lucas en reculant, les mains levées en posture défensive. J'avais un coup sûr, un investissement. Ça allait tripler. J'allais rembourser la maison et vous acheter un bateau. C'est juste. Le marché s'est effondré. Tu as joué notre maison, a hurlé maman. Ce n'était pas un pleur, c'était un hurlement de trahison pure et angoissante. Le son a arrêté la musique. Toute la réception de mariage est devenue silencieuse. Des centaines d'yeux se sont tournés vers la terrasse. Maman, baisse d'un ton, a sifflé Lucas en regardant frénétiquement autour de lui. Tu as volé notre maison, a rugi papa, le papier se froissant dans son poing. Nous sommes sans abri. Nous sommes sans abri à cause de toi. J'essayais d'aider, a crié Lucas en retour, son narcissisme s'enflammant dans une dernière défense désespérée. Si seulement Camille m'avait donné l'argent, j'aurais pu faire les paiements. C'est de sa faute. C'est elle qui a l'argent. C'est elle l'égoïste. C'est moi, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence, qui vous ai offert un endroit où vivre. C'est moi qui ai proposé de vous laisser emménager dans leur maison. Mais tu ne pouvais pas faire ça, n'est-ce pas, Lucas? Parce que tu savais. Tu savais qu'il n'y avait plus de maison où emménager. Je me suis tourné vers mes parents. Ils avaient l'air brisés, vieillis de 10 ans en 10 secondes. La prise de conscience les submergeait. Chaque fois qu'ils l'avaient choisi, chaque fois qu'ils m'avaient pris de l'argent pour le lui donner, chaque excuse qu'ils avaient faite, ils avaient financé leur propre destruction. Tu voulais que je couvre ces factures, ai-je dit doucement à ma mère. Tu voulais le chèque de mon capital, non pas pour l'aider à se remettre sur pied, mais pour payer la dette qu'il a créée en volant votre maison. Vous alliez me vider jusqu'à la dernière goutte pour couvrir ces crimes. Nous ne savions pas, a sangloté maman, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Camille, s'il te plaît. Nous ne savions pas. Vous auriez dû savoir, ai-je dit. Vous auriez dû regarder. Mais vous ne regardez jamais Lucas. Vous ne me regardez que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Camille, papa s'est avancé, sa main tendue, tremblante. Camille, nous. Que faisons-nous? Nous n'avons nulle part où aller. Tu dois nous aider, s'il te plaît. Nous pouvons venir à Brest, juste pour un moment. L'audace était à couper le souffle. Even in the face of absolute ruin, their instinct was to pivot to the next toast. He looked at my father. He looked at the man who had told me, family help family, while robbing me of my childhood. He looked at the man who had called the police on me to force me to pay for a thief. Non, ai-je dit. The word in the air, heavy and absolute. Camille, a murmuré maman. J'ai vendu ma maison, papa. J'ai déménagé. J'ai commencé une nouvelle vie. Et dans cette vie, je ne négocie pas avec les terroristes, et je n'abrite pas de voleurs. Je me suis tourné vers Lucas. La police est en route, au fait, ai-je dit nonchalamment. Pas pour la maison, c'est une affaire civile, mais pour le magasin d'électronique. J'ai dit à Chloé où tu serais. Elle a dit que la fenêtre de 48 heures a expiré mardi. Comme par hasard, 2 policiers en uniforme et un homme en costume, probablement le propriétaire du magasin, sont montés sur la terrasse. Les yeux de Lucas se sont écarquillés. Il a détalé. Il a réellement essayé de courir, bousculant une demoiselle d'honneur, renversant une table de flûte à champagne. Mais il n'est pas allé loin.
Le garde de sécurité du lieu l'a plaqué au sol avant même qu'il n'atteigne les escaliers. Le chaos était absolu. Maman hurlait. Papa se tenait la poitrine, pour de vrai cette fois, ou peut-être par honte. Les invités filmaient. J'ai regardé un moment, ressentant un profond sentiment de détachement. C'était comme regarder une tragédie à la télévision. C'était triste, oui, mais ce n'était plus ma tragédie. J'ai posé mon verre vide sur la table, j'ai ajusté ma pochette et je suis passé devant ma mère en larmes et mon père abasourdi. Au revoir, ai-je dit. Et je suis sorti du mariage, du vignoble, et je suis retourné à ma voiture de location. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont été rapides et brutales, comme la gravité a tendance à l'être. Lucas a été arrêté et accusé de vol qualifié pour le vol d'électronique. En raison de son casier judiciaire, qui était beaucoup plus fourni que je ne le savais, un vol à l'étalage, vandalisme, le juge n'a pas été clément. Il purge actuellement une peine de 18 mois. Mais la vraie punition est venue de l'usurier. La saisie a été agressive. Mes parents ont été expulsés de leur maison de 30 ans moins de 2 mois après le mariage. Ils ont tout perdu. Les meubles, les souvenirs, le jardin que maman aimait, tout a été saisi pour payer les dettes que Lucas avait accumulées. Ils ont essayé de poursuivre Lucas pour faire annuler la donation, invoquant la fraude. Mais comme ils avaient signé les documents volontairement, même s'ils avaient été trompés sur le but, c'était une bataille juridique compliquée et coûteuse qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La maison a été vendue aux enchères. Quant à mes parents, j'ai bloqué leur numéro le jour où je suis rentré à Brest, mais les nouvelles voyagent. Ma cousine Manon m'a dit qu'ils vivent dans un 2 pièces dans le mauvais quartier de la ville. Papa a dû sortir de sa retraite et travaille comme agent d'accueil dans un magasin de bricolage. Maman fait des ménages, le même travail qu'elle méprisait autrefois. Ils sont seuls. Ils n'ont pas d'enfants chéris à vénérer, et ils n'ont pas de bouc émissaire à saigner. Ils sont contraints de vivre dans la réalité qu'ils ont créée, jour après jour amère. Manon m'a dit que papa essaie de raconter à quiconque veut bien l'écouter que sa fille ingrate a volé sa fortune. Mais dans une petite ville, les gens parlent. La vidéo de Lucas essayant de fuir la police au mariage est devenue virale localement. Tout le monde connaît la vérité. Ils savent que Bernard et Evelyne n'étaient pas les victimes d'une fille cruelle, ils étaient les victimes de leur propre favoritisme aveugle. Quant à moi, Brest est grise, pluvieuse et magnifique. J'ai utilisé le capital de ma maison, l'argent qu'ils étaient si désespérés de voler, pour acheter un petit appartement près du port. J'ai passé le premier mois à dormir. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que le couperet tombe. Je n'attendais pas un appel de crise. Je ne me préparais pas à une exigence. J'ai commencé une thérapie. Mon thérapeute dit que je souffre d'épuisement de l'aidant et de traumatisme complexe. Nous y travaillons. C'est un travail difficile de démêler 30 ans de conditionnement. C'est difficile d'apprendre que ma valeur n'est pas liée à ce que je peux endurer. Mais dimanche dernier, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire. Je me suis réveillé à midi. J'ai fait une cafetière de café. Je me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé les bateaux traverser la rade. Mon téléphone n'a pas sonné. Personne n'a exigé que je mette la table. Personne n'a critiqué mon apparence. Personne n'a demandé d'argent. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était chaud, fort, et exactement comme je l'aimais. J'ai pensé à ce déjeuner du dimanche. J'ai pensé à papa disant, la famille est de la famille. Il avait raison, d'une manière tordue. Je les ai aidés. Je les ai aidés à toucher le fond qu'ils évitaient depuis des décennies. Je les ai aidés à faire face à la vérité. Et plus important encore, je me suis aidé moi-même.